Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous voir quand même assez nombreuses et nombreux compte tenu des conditions actuelles, avec le pass sanitaire. Ça ne nous arrange pas trop pour la convivialité du dialogue. Donc ce soir, c'est un premier contact que nous vous proposons donc avec le cabinet d'urbanisme des Saintes-de-Ville, avec lequel certainement donc vous avez déjà pu dialoguer par le fait de votre participation donc à la grande consultation. Donc pour toutes celles et ceux qui s'y sont donnés avec enthousiasme, merci. C'est à partir de là qu'on a déjà pu avoir les grandes orientations, peut-être tirer déjà les grandes lignes, sans pour cela figer totalement nos objectifs. Bien que lors de notre campagne électorale, qui nous a donc amené aux responsabilités, nous avions comme objectif de réfléchir avec acuité et volonté sur tout ce qui touchait l'aménagement urbain et les déplacements qui sont quand même au cœur de nos préoccupations, compte tenu aussi des nécessités, des urgences climatiques. Donc ce soir, nous allons, avec les Saintes-de-Ville, qui va mener donc un petit peu les débats et vous présenter, déjà avoir une vision globale de ce qui a été répondu, vu, sans forcément rentrer dans le détail, voir après les grandes orientations, et surtout vous écouter par rapport à vos questions, puisque on n'en est resté qu'à des assertions vous concernant, avec parfois des petits retours entre vous sur les commentaires, mais on n'a encore pas vraiment débattu, sachant qu'en fin d'année, il y aura vraiment un débat public qui va vraiment préciser ce qui va se faire dans les 4 ans et demi qui restent, et la suite, parce qu'il faudra bien penser qu'on ne pourra pas tout faire en 4 ans et demi, surtout que c'est sur des enjeux financiers qui sont très très importants. Voilà, donc Monsieur le maire, vous voulez apporter un complément? Donc je vous présente quand même des Saintes-de-Ville, donc Monsieur Canizares, le directeur, et Madame Sophie Vidal, donc qui s'est occupée de tout le projet. Merci Philippe, bonsoir à tous et à tous. Merci pour votre présence, je ne vais pas dire nombreuse, mais qui est tout de même significative de l'intérêt que vous portez à notre démarche de participation citoyenne et plus particulièrement à notre volonté d'aménager la ville ensemble. Donc c'était tout l'intérêt de la consultation qui a été mise en place. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'on a 2 spécialistes pour le faire. Mais simplement, juste 2 mots pour vous dire que c'était l'axe majeur de notre campagne. C'est notre projet prioritaire pendant notre mandat, même si on a d'autres projets d'aménagement ou de construction, mais c'est le projet prioritaire. Donc on mettra tout en œuvre pour que des réalisations se fassent d'ici à 2026. Oui. Donc voilà, je veux vraiment axer là-dessus. C'était une de mes volontés. Il faut arrêter de faire des aménagements où on privilégie tout le temps l'automobile. C'est pas aux cyclistes ou aux piétons de faire des détours pour se rendre à un endroit, c'est à la voiture de le faire. Donc il va y avoir de grosses transformations, on le verra par la suite, et donc des habitudes à changer, des habitudes dans notre déplacement. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire en préambule. Je vais donc donner la parole à des Saintes-de-Ville, M. Canizares et Mme Vidal. Merci. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tout le monde. Juste avant de passer la parole à Sophie Vidal, donc, qui va présenter une synthèse de l'état d'avancement de notre étude, je voulais préciser que on est ravis de vous rencontrer. Ça résonne. Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien si je parle comme ça? Parce qu'on ne va pas tenir 1h30 peut-être. Vous m'entendez?
Ouais, c'était le sentier. Bon, vous me dites si... Levez la main si vous n'entendez pas. Voilà. Donc, je voulais juste préciser, avant de passer la parole à Sophie Vidal, qui va présenter une synthèse. Vous n'entendez pas? Ok, alors Sophie-là. On va tenter Sophie-là. Là, c'est pire, non? Ça va? Ok. Donc, ce que je voulais préciser sur les aspects d'échange, de concertation avec vous, les principaux intéressés, c'est qu'on ne s'est pas rencontrés plus tôt. Il a fallu mettre en place une concertation par le biais d'un outil numérique, par Internet, etc., en raison du contexte sanitaire. Mais je voulais préciser qu'on est très très attaché à échanger le plus possible avec les principaux intéressés, c'est-à-dire avec vous, avec les usagers. Parce que à terme, il y aura des aménagements, et ces aménagements vont être réalisés pour vous, pas autrement. Donc il est extrêmement important pour nous qu'on puisse échanger le plus possible. C'est pourquoi on va faire une présentation synthétique, que sur cette base-là, on attend que vous nous apportiez des retours, des remarques, des propositions, et ça ne s'arrêtera pas, bien entendu, à cette réunion d'aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Sophie. Bonsoir. Alors, déjà, un premier point, c'est notre mission. Notre mission, c'est un plan guide, c'est-à-dire c'est construire la feuille de route des interventions. Pour construire cette feuille de route, donc on vous l'a dit, une première phase de diagnostic de nous techniciens, avec des visites de site, avec des échanges avec les élus, mais aussi avec la consultation, qui était nécessaire pour faire une forme de diagnostic d'usage, puisque comme l'a dit Louis, on n'a pas pu vous rencontrer pour faire ce qu'on fait d'habitude, des ateliers, etc. C'est pour ça qu'on se rencontre aussi ce soir. Une deuxième phase qui est la phase de stratégie, dans laquelle on commence à rentrer, puisqu'on a maintenant une bonne connaissance du territoire, on a eu pas mal de retours, mais vous allez continuer à alimenter ce diagnostic et ce diagnostic d'usage pour contribuer, donc je disais, à ce plan guide, qui est la feuille de route à court, moyen, long terme, des actions qu'il faut identifier, et puis identifier, spatialiser, organiser, voilà. Donc l'objet de notre mission, c'est celle-là. Alors, je vais commencer par un bref diagnostic, il est beaucoup plus approfondi dans les restitutions qu'on a déjà commencé à faire, mais déjà en substance un petit peu ce qu'on a retenu de ce territoire. On est sur une implantation historique qui est un territoire qui est sur des terres fertiles, propices à l'agriculture, et ça c'est un enjeu dans la gestion durable du territoire. Vous avez cette chance-là d'être sur un territoire riche en termes de terrain. Une situation entre deux grandes entités paysagères, la Garonne et le canal du Midi, forcément des enjeux là aussi paysagers, de préservation de la biodiversité. Voilà. Deux grands projets métropolitains par rapport au canal et à la Garonne qui sont vraiment importants de regarder. La collectivité est en échange constant avec la métropole et doit forcément s'intégrer et faire entendre sa voix. Ce sont vos porte-paroles auprès de la métropole, parce que ces deux grands projets métropolitains, Grand Parc Garonne et Grand Parc Canal, sont des leviers, notamment pour les connexions avec les communes limitrophes. Le cœur de ville, il est relativement, je ne sais pas si vous voyez la petite main, oui voilà, je disais canal, pour que tout le monde se repère, Garonne, les terres agricoles, et puis forcément ça a limité l'urbanisation, puisqu'on est aussi sur des zones inondables, donc il y a une gestion du territoire qui est importante à faire, un bon niveau d'équipement et de services, mais quand même ça
reste relativement limité, en tout cas ça s'est déconstruit dans le temps, la question du commerce en centre-ville. Le commerce aujourd'hui est de l'autre côté du canal, en tout cas le principal pôle d'attraction commerciale est déconnecté du cœur de ville et des zones d'habitat. On est donc sur un territoire qui distingue à la fois les zones urbaines et à la fois les zones d'activité. Fenouillet a une croissance démographique qui est quand même ralentie depuis quelques années, avec une vacance d'un certain nombre de logements, notamment en centre, qui est grandissante. Donc il y a vraiment un enjeu aussi avec la ZAC Piquepère que vous connaissez bien, que vous situez, qui est dans le secteur ici, à faire en sorte qu'on ne soit pas sur une deuxième centralité ou sur un projet de développement urbain qui vient s'accoler, mais l'enjeu c'est bien de traiter toutes les connexions entre ces nouveaux espaces d'habitat, ces nouveaux espaces de vie et le cœur de vie, le cœur historique. Une autre donnée importante et qui est stratégique, c'est la part des actifs qui travaillent sur la commune. Un actif sur 5 travaille sur la commune. C'est assez important pour le souligner et notamment ça peut être un enjeu, un levier dans les questions de mobilité et de déplacement, sur les questions de désengorgement et aussi sur les questions de mise en place, de valorisation ou de développement des modes actifs. Et il y a une forte pendularité des habitants, alors ça veut dire déplacement, domicile, travail, vers Toulouse, Colomiers et Blagnac, et on verra un petit peu par la suite, mais ça aussi, c'est ce qui crée de la densité de circulation sur le cœur de ville. Je précise par là même que pour toutes les communes qui se situent au nord et qui veulent éviter la 820, traversent tous les jours, matin et soir, aux heures de travail, le centre de la commune. Et ça, forcément, ça a un impact, je disais tout à l'heure, sur le développement commercial, sur la qualité de vie et sur la perception des espaces publics et leurs usages. Un développement important, je le disais, donc des communes du Nord, qui forcément accentue, Gragnac, l'Espinasse, qui forcément accentue la présence du trafic en cœur de ville. Donc un enjeu, c'est trouver aussi des alternatives avec cette notion un actif sur 5 qui pourrait potentiellement avoir d'autres pratiques. Ce qui est important, c'est la structure de l'espace public, les emprises dont vous disposez. Cette carte, elle permet d'identifier la dimension des voies, la dimension de l'espace public. Je parle bien que des voiries pour cette carte-là. Ce qu'on voit, c'est que dans le cœur historique, ce qui est en noir, c'est vraiment les voies les plus étroites, qui sont de 6 à 8 mètres, et puis rouge un peu plus grande, orange, puis jaune, puis vert pour les plus confortables. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des emprises d'espace public qui sont relativement contraintes, une omniprésence de la voiture en lien avec cette contrainte, puisque les trottoirs sont réduits à peau de chagrin. En tout cas, c'est ce qui aussi engendre de l'insécurité. Et cette perception qui n'est pas qu'une perception de vitesse, puisque les vitesses sont constatées sur l'ensemble de la commune et sur les axes majeurs d'entrée de ville ou de traversée de ville, donc avenue des Sports, Jean Jaurès, ça c'est très important. Donc sur la question des emprises et des contraintes, c'est comment sur ces espaces-là, contraints, on a une meilleure répartition des usages. Et ça nous engagera après, je ne vous en dis pas plus, sur des actions. Ce qui est peut-être pas tout à fait visible ici, c'est les zones partagées ou zones 30 sur la commune. Ce qu'on voit, vous voyez que des petits traits rouges, peut-être vous ne voyez pas aussi bien que moi sur l'écran. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur quelque chose qui est morcelé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lisibilité de l'espace de cœur de ville
ville apaisée, on ne rentre pas dans une zone, on n'a pas comme on l'a souvent, plus on s'approche du cœur de ville, on est à 70, on rentre en agglomération, 50, et puis petit à petit, on arrive sur les zones 30. Tout ça, c'est quand même une logique qui donne une lisibilité aussi aux automobilistes, et ça s'accompagne, en dehors de la simple réglementation de vitesse, de typologie d'aménagement et de choses qu'on est capable d'accepter quand on est sur une route à 70 et qu'on n'accepte pas de la même façon sur un cœur de ville. Donc quelque chose qui est morcelé et qui est très peu lisible et très peu identifiable. Une desserte qui est très complexe par rapport à la gare, de la Courtansour notamment. Donc il y a des enjeux par rapport à ça, sur la Courtansour évidemment, avec comment on peut se connecter et comment on peut mieux appréhender les connexions à la gare, mais aussi avec des projets de pôle d'échange multimodal au débouché du pont de la Tournelle, sur ce secteur-là. Donc il y a des enjeux de densification des dessertes ferroviaires qui sont déjà en cours et qui sont des projets stratégiques pour le fonctionnement de la commune. Très rapidement, il y a, j'en reparlerai un petit peu par la suite, une desserte bus qui traverse le cœur de ville, un Linéo 10 qui s'arrête de l'autre côté du canal aujourd'hui, et on verra un petit peu vos retours par rapport à ça. Donc on est sur des configurations qui ne permettent pas forcément de développer les modes actifs et qui contraignent ces usages-là. Et je le disais notamment par rapport à l'insécurité qui existe sur bon nombre d'axes, même en cœur de ville. Sur les mobilités piétonnes et cyclables, on est quand même sur un territoire qui est favorable à la marche. On est, vous voyez ces deux éléments. Je vais le faire avec la main, mais globalement sur ce périmètre-là, c'est-à-dire du pont de la Tournelle aux espaces naturels, les bords de Garonne, mais au moins à Jean Jaurès, on est sur 15 minutes en gros à pied, dans le cercle que je suis en train de faire, c'est-à-dire depuis la mairie. Et c'est un petit peu la même chose là sur cet axe-là, depuis l'école au milieu de la ZAC. Donc on est quand même sur des distances et un territoire aussi, parce que on est sur un territoire complètement à plat, qui peuvent permettre, si les aménagements sont faits en ce sens, de favoriser les déplacements et la marche. Donc je le disais tout à l'heure, beaucoup de rues étroites, des trottoirs qui accueillent parfois des pistes cyclables qui sont dégradées. Voilà, ça n'incite pas à faire autre chose que de la voiture, d'autant qu'il n'y a pas, je ne m'étendrai pas sur la question du stationnement, mais il n'y a pas d'enjeu stationnement comme on le rencontre sur d'autres communes, il n'y a pas de problématique, c'est pas ressorti ni dans nos diagnostics, ni dans les retours. On est venu aussi sur le marché, mais ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est une raison à l'utilisation de la voiture. Voilà. De fortes discontinuités dans les réseaux cyclables, ça c'est une évidence. Forcément, il y en a, les bandes cyclables, les pistes cyclables existent sur la commune. Il y a quand même le canal du Midi, qui est un axe idéal pour ça, et en même temps, le cycliste et ces mobilités-là rencontrent des discontinuités et donc des conflits d'usage avec les piétons ou avec la voiture et la sécurité liée à la vitesse dont je parlais. Donc une opportunité majeure d'articuler ce plan guide avec les projets métropolitains. Pourquoi? Parce que vous avez en tête de quoi je parle, les connexions vers Beauzelle avec les projets de passerelles, mais aussi les enjeux qu'on peut avoir autour du pont de la Tournelle. Les grands projets métropolitains dont je parlais, donc Grand Parc Garonne et Grand Parc Canal, mais aussi le Linéo 10, avec cet arrêt de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous pouvez définir un mode actif? Pardon, alors les modes actifs, ce sont en fait marche à pied, c'est tout ce qui fait en sorte que vous êtes actif, vélo, marche à pied, ça peut être trottinette, skate, voilà. Quelque chose, monsieur le Président, vous plaît. Non, le mode doux c'est plutôt marche à pied. Oui. C'est le mode actif, c'est ce qui est un peu vélo, voilà, où on est porté. Voilà.
porté par de la Et conviction. on est porté par- en action, voilà. Vous avez bien fait de préciser, effectivement, de me demander de préciser. Les projets qui sont aussi importants à avoir en tête, c'est AFNT, c'est les aménagements, donc réaménagement de la gare de la Courtansour et développement. Oui, c'est l'aménagement ferroviaire du Nord Toulousain. Les, pardon. Oui. Voilà, ce n'est pas la priorité, effectivement. Voilà, ça, non. C'est effectivement donc, le réseau ferroviaire, mais les haltes font partie de ce projet quand même, autour de la Courtansour, et avec un pôle d'échange multimodal ou une gare envisagée, Fenouillet, Saint-Alban, voilà, dans ce secteur-là. Donc, si on l'identifie, c'est que il y a des enjeux là aussi en termes de mobilité qui sont importants. Il y a le réseau d'express vélo depuis Toulouse aussi, et puis deux projets urbains qui sont au stade d'orientation d'aménagement, donc ce ne sont que des dessins encore, on n'est pas sur des projets avancés autour du secteur Finagaz et du site de Soferti. Les deux projets qui sont le plus avancés aujourd'hui et sur lesquels vraiment les discussions sont plus détaillées, c'est Grand Parc Garonne et Grand Parc Alais. Alors, on a beaucoup parlé de mobilité parce que autant quand on est arrivé sur cette étude, enfin je vais vous le dire très, très franchement, c'est pas immédiatement notre approche nous d'urbanistes. On a une vision transversale, on est architecte, urbaniste, paysagiste, donc on a ce regard-là. On a rencontré évidemment la collectivité, on a échangé. Il y avait déjà de leur part cet enjeu mobilité. Et on s'est dit, bon, il y a effectivement cet enjeu mobilité, mais on a tout un tas d'enjeux transversaux. Mais il est vrai que lors de notre diagnostic, on s'est rendu compte que la mobilité est à Fenouillet un des éléments qui peut engager, déclencher la mutation de tout le reste, c'est-à-dire même sur l'espace public. Je ne parle pas encore une fois des places qui peuvent nécessiter ou qui peuvent accueillir des aménagements ou de programmation d'équipements publics qui peuvent déménager, mais le changement de perception, de pratique, d'utilisation du centre-ville, de vie du centre-ville, passe aussi par ces espaces publics qui sont contraints et qui sont très impactés par les mobilités, par la voiture. Alors pourquoi c'est important? On a souhaité juste donner ces petits rapports de proportion. Donc Fenouillet est ici, avec le centre commercial, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le canal qui est ici. Ce qui est en rouge dans la partie centrale, c'est 5 minutes à vélo, depuis la place, depuis la mairie. En voiture, 25 minutes globalement, dans le meilleur des cas, pour atteindre le centre commercial, on va dire, de Blagnac, donc le Clair-Blagnac. 25 minutes quand on part de l'autre côté pour atteindre depuis la mairie Fondaire. Voilà, ça donne un peu le rapport. En vélo, 15 minutes. En vélo, si les aménagements et les continuités et tout ce que j'ai dit auparavant est mis en œuvre. Aujourd'hui, les discontinuités, c'est faisable, mais aujourd'hui, les discontinuités n'engagent pas à faire cette démarche-là. Les vélos électriques sont en développement. Forcément, ça donne encore un peu plus de distance, d'accessibilité. Et puis, pour se donner un ordre dédié, on voit sur cette deuxième carte, dans le cas d'aménagement
la création de 2 passerelles, l'une côté Garonne, au droit de Beauzelle et de la base de loisirs de Beauzelle, et une côté pont de la Tournelle, on arrive à étendre fortement l'emprise des déplacements, enfin l'accessibilité à 15 minutes des déplacements, et notamment de l'autre côté de la Garonne. Ah pardon. Ah oui, vous voyez pas bien en fait. Vous voyez pas bien. Donc effectivement, dès que des ponts ou des aménagements peuvent être faits au niveau de la Garonne, forcément, on va pouvoir aller chercher jusqu'au centre Leclerc, jusqu'à Audi Sud, etc. Donc forcément, ça a un enjeu que de franchir ces 2 barrières, en tout cas physiques ou difficiles à franchir aujourd'hui. Alors, c'est un premier diagnostic qui a été complété par la consultation qu'on a lancée dans cette période de Covid, donc une consultation en ligne qui a duré en gros 2 mois, qui mettait à disposition 3 outils, un questionnaire pour connaître les pratiques et les pratiques en termes de mobilité, donc un questionnaire mobilité, pratique, attente de la population, voilà. Et puis 2 autres outils, l'appel à idées et la cartographie. Ces 3 outils se répondaient puisqu'ils parlaient tous de patrimoine, donc, sur l'appel à idées, sur la cartographie. Les thématiques qui étaient, sur lesquelles les gens pouvaient répondre étaient la culture patrimoine, les mobilités, les équipements. Voilà, on a dressé un petit peu le panel des réponses pour qu'on puisse après les classifier. Alors, ce qui est important de dire, c'est que cette démarche, elle a permis d'identifier un certain nombre de gens qui, d'ailleurs, ont laissé leurs coordonnées, nous ont indiqué qu'ils étaient prêts à continuer cette démarche de consultation, qu'ils avaient envie et besoin de s'exprimer. Donc ça, c'est important parce que c'est un premier acte. Et en même temps, ça nous a permis de capter déjà des choses dans ce temps un peu compliqué du Covid. Ce qu'il en ressort globalement, et puis on vous laissera la parole et on verra si ça se confirme, les habitants sont attachés à leur cadre de vie, au patrimoine, ils sont conscients qu'il y a un patrimoine architectural, paysager qui est important, qu'ils souhaitent préserver. Ils ont besoin de se retrouver, il y a une forte demande de lieux de convivialité, d'espace pour se retrouver. La question des commerces aussi a été beaucoup abordée. Et je vais passer là rapidement sur les chiffres un petit peu clés. Alors, les hommes et les femmes ont répondu au questionnaire de manière à peu près équilibrée. Cette consultation en ligne, elle est un peu particulière parce que on n'a pas réussi à toucher les plus de 65 ans et on n'a pas non plus réussi à toucher les plus jeunes. Donc les 40-65 ans, c'est ceux qui ont le plus répondu à cette consultation. Donc voilà, c'est à prendre aussi avec un certain nombre de pincettes. C'est pour ça qu'il faut continuer à concerter, il faut continuer. M. Bressan, on en parlait tout à l'heure, me disait qu'il y a effectivement des groupes déjà citoyens. Donc voilà, il faut aussi continuer cette démarche pour faire remonter les attentes et les besoins de la population. Juste quelques grands chiffres. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de nos trajets qui se font en vélo. En 2017, il y avait 56% des déplacements domicile-travail qui se faisaient en voiture pour 1 à 2 km. Ça veut dire qu'on prend la voiture tout le temps. On a mis des chiffres de 2017 parce que c'est une étude INSEE. Si on reprend les chiffres aujourd'hui, il y a eu une petite évolution, mais ça va, on pense, s'activer là. Mais c'est encore... voilà, c'est encore le déplacement en voiture est encore très très présent et les aménagements vont faire beaucoup.
On le sait, nous, dans nos pratiques, hein, puisque les aménagements d'espaces publics permettent de nouvelles pratiques et des endroits où on ne pouvait pas justement se déplacer en vélo. On en parlait, on a réalisé l'entrée ouest de Mont-de-Marsan. On nous disait faire des pistes cyclables, il n'y a pas de cyclistes, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est un axe qui fonctionne, qui a permis à des quartiers qui effectivement, même pour 1 ou 2 kilomètres, prenaient la voiture pour aller en centre-ville, il y a de vrais enjeux. Alors, dans le questionnaire, ce qui est ressorti, on n'a pas souhaité vous mettre les pourcentages. Il y a un bilan de la concertation de cette consultation qui sera mise en ligne, qui est un peu plus synthétique que les chiffres. On n'a pas voulu mettre de chiffres parce qu'il faut rester prudent, je vous le dis. Voilà, on ne peut pas faire de généralité, on n'a pas touché tout le monde, il faudrait toucher les plus jeunes aussi, les plus âgés. Mais globalement, ce qui en est ressorti, la voiture, le mode principal de déplacement pour le travail, mais pas que, même pour les loisirs, même pour des déplacements sur la commune, vers des espaces de loisirs, sur des activités, c'est encore la voiture qui prédomine. Sur les achats, forcément, c'est aussi la voiture qui prédomine, puisque c'est le géant casino et c'est forcément traverser des endroits compliqués, voilà, et sur des espaces compliqués. Une large majorité des gens qui ont répondu seraient prêts à changer le mode de déplacement au quotidien. 15 minutes à vélo, ça semble un temps raisonnable hein, pour le parcours domicile-travail, pour la plupart des gens interrogés. 3/4 des trajets vers les lieux de travail sont supérieurs à 20 minutes, donc c'est aussi lié à l'engorgement. Ce qui est ressorti, c'est que les gens trouvent la voiture plus pratique, mais il n'y a pas d'autre mode qui leur semble aussi efficace aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, on a vu hein, dans les cartes que je vous montrais qu'en 15 minutes, on peut aller aux portes de Toulouse, on peut aller vers d'autres modes de déplacement. Et puis, les transports en commun qui sont sur lesquels ce qui est ressorti, c'est des problèmes d'horaire notamment. Une desserte il n'y a pas eu d'éléments sur le tracé nécessairement hein, dans les cartes participatives ou dans les autres éléments, mais par contre des problèmes plutôt d'horaire, notamment par rapport aux jeunes, etc. Sur la partie commerce et activité, les attentes qui sont ressorties de cette consultation, c'est vraiment le développement du commerce sédentaire ou non, hein, c'est-à-dire que le marché, c'est quelque chose qui était très attendu, qui a été réactivé, on va dire, et qui est encore très plébiscité par la population. Il y a même des attentes que des choses viennent s'y greffer, hein, qu'on puisse y manger, qu'on puisse y retrouver, qu'on puisse y attabler. Ça, c'est important et c'est localisé sur le cœur de ville. C'est potentiellement prévoir, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous retrouverez dans le bilan de concertation, on va prendre le temps d'échanger, mais trouver des commerces à proximité aussi de la gare, développer la maison inclusière, implanter des commerces de bouche, hein, ça aussi ça a été pas mal identifié. Donc ce qu'on peut se dire, c'est vraiment faire du centre-ville un lieu de convivialité, renforcer les animations et créer les idées qui ont été proposées, c'est aussi créer une halle, créer des espaces qui peuvent abriter des événements. Au niveau de la culture, du sport et loisirs, ce qui est sorti très fortement, c'est parcours de santé, forcément dans les secteurs Canal, Grand Parc Garonne, mais aussi à l'échelle de la ville pour relier des secteurs, justement, pour relier les grandes entités paysagères, Canal, Grand Parc Garonne, mais aussi pouvoir ponctuer ces parcours-là de jeux d'enfants et ne pas tout retrouver sur des zones singulières et pouvoir avoir dans les différents quartiers ce type d'aménagement. Mettre les berges en valeur, notamment par rapport à tout ce qui est sportif, c'est déjà engagé, et notamment autour du lac du Bocage. Sur la partie patrimoine et architecture, ce qui est ressorti le plus en termes de patrimoine, même s'il y a des éléments qui sont ressortis, le pigeonnier, le puits,
certaines bâtisses qui sont intéressantes à mettre en valeur et on sent bien qu'il y a quand même une identité et une architecture qui est de qualité encore dans le cœur historique. Mais ce qui est le plus ressorti, c'est le patrimoine naturel. Qui a vraiment été souligné, et puis encore une fois la maison éclusière très très fortement qui ressort comme un lieu très identifié et qui nécessite à la fois d'être réhabilité, sauvé, utilisé, etc. Donc préserver la biodiversité, le caractère naturel de la commune, c'est ce qui semble être un enjeu aussi fort en termes de patrimoine. Sur la mobilité, alors je vous disais tout à l'heure que forcément, on s'est dit, on oriente un petit peu la consultation quand on lance un questionnaire mobilité, mais en même temps, on permettait à tous de s'exprimer aussi sur la cartographie et sur l'appel à idées. Dans ces deux autres types de consultations, qui étaient la cartographie et l'appel à idées, c'est quand même la mobilité des déplacements qui ont, il y a eu plus de 80 contributions vraiment sur le sujet mobilité. Donc c'est vraiment ce sujet-là qui a fait débat. Alors, il est ressorti ce qu'on avait constaté, la vitesse excessive, les nuisances que ça engendre. Ce que ça a permis, c'est d'identifier des secteurs, même s'il y en avait certains effectivement qu'on identifiait bien. L'avenue des Sports, qui peut accueillir d'autres types de déplacements et donc les modes actifs, donc les déplacements vélo, mais aussi qui doit pouvoir favoriser des déplacements piétons. La rue de la Lac, tout le secteur des écoles, qui est un secteur extrêmement important. Il y a même quelqu'un qui nous a... Enfin, plusieurs personnes ont identifié ce secteur comme un secteur prioritaire, notamment par rapport à la vitesse et à l'insécurité qui est sur ces espaces-là. Et puis, là encore, le besoin d'accroître la fréquence des bus, qui est perçu comme inadapté. Et puis forcément les projets de passerelles pour pouvoir connecter à la fois côté géant casino, côté est et côté ouest en termes de mobilité. Donc prioriser les aménagements d'espace public, ce sont les enjeux qui sont ressortis, traiter la vitesse excessive, étendre les pistes cyclables, avenue des Sports, pont de la Tournelle, rue de l'Église. Mais alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif, c'est pas d'étendre des pistes cyclables partout, hein. C'est à un moment donné, en fonction des espaces, de pouvoir adapter l'aménagement de l'espace public. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des contraintes d'emprise, donc ça veut dire qu'il va falloir engager des réflexions en termes de plan de circulation. Donc j'y reviens par la suite. 4 secteurs ont été fortement identifiés dans tous les retours: le centre, l'entrée de ville et le pont de la Tournelle, le lac du Bocage et les berges. Donc le centre-ville, c'est vraiment l'aspect apaisé et convivialité et le fait de pouvoir reconquérir en termes d'activité. L'entrée de ville et le pont de la Tournelle, c'est comme une connexion vers l'est. Le lac du Bocage, c'est vraiment le développement des activités et la préservation de la biodiversité. Et les berges du canal comme secteur d'activité, de loisirs et d'attractivité. Donc je vous le disais, notre mission, c'est cette feuille de route partagée qui se décline d'abord en orientation d'aménagement et puis qui identifie par la suite des actions. Nos actions, en fait, elles vont être les actions qu'on va identifier dans le deuxième temps qu'on va enclencher maintenant. Les actions, elles vont être assez précises, ça peut être aménager la rue de la Lac. Elles vont faire l'objet de ce qu'on appelle des fiches actions, c'est-à-dire que chaque action va avoir une fiche qui décrit combien cette action va coûter, quels sont les interlocuteurs, est-ce que ça nécessite de faire une étude avec des prestataires, une étude de circulation, une étude phytosanitaire, c'est-à-dire une étude sur les arbres, parce que les arbres on peut les préserver, pas les préserver, non. On va faire action par action une fiche pour que la collectivité, plutôt que de répondre, c'est ça l'objectif d'un plan guide, hein, plutôt que de répondre au coup par coup, j'ai un aménagement, j'ai un problème, il y a des accidents, il y a de la dangerosité, j'agis, elle est une feuille de route et que l'ensemble des actions soient cohérentes. Quand on fait une piste cyclable sur un côté à droite, quand on plante, voilà, que tout ça vienne se connecter globalement.
identifier, je le disais aussi, forcément les porteurs de projets et comment on finance tout ça dans le temps. Donc, il y a eu 3 temps, un temps de diagnostic, un temps de concertation, les enjeux, et ça nous a permis, on vous le fait un petit peu rapidement pour pouvoir échanger, d'identifier 3 grandes thématiques qu'on a nommées et puis qu'on précisera. Une ville pour tous, accueillante et conviviale, c'est vraiment comment on traite le cœur de ville, c'est le centre-ville. Un système de mobilité plus intégré et plus équilibré, c'est-à-dire pouvoir se déplacer, et équilibré, ça veut dire qu'on n'agit pas et on ne fait pas les mêmes aménagements partout. Un réseau d'espace public à vivre dans un paysage, ça veut dire que oui, on raisonne sur l'aspect activité en cœur de ville, mais on n'oublie pas de raisonner sur le secteur élargi, des secteurs habités, mais aussi en lien avec les grandes entités paysagères qui font la qualité de votre cadre de vie. Donc on a essayé de classifier et de commencer à rentrer un petit peu dans les actions. Donc je vais vous présenter 3 cartes thématiques en lien avec les actions qui chapeautent un petit peu tout ça. Je vais les passer rapidement et puis après je vous propose qu'on débatte et qu'on échange et que vous puissiez compléter cette première analyse. Alors, sur la question justement du centre-ville et des actions, ce qu'on a relevé comme important, c'est aménager les entrées de ville, notamment le secteur de la Tournelle, mais pas que. Entrée de ville veut dire aussi secteur de l'église, puisque là on a de grosses difficultés. Reconfigurer et valoriser le secteur du stade, en lien avec les écoles et la rue de la Laque. Ça veut dire, c'est ce que vous voyez en orange ici, c'est-à-dire raisonner à la fois sur Jean Jaurès, raisonner sur la connexion, le nœud, le point de convivialité autour de cette place de la mairie, mais aussi en lien avec tout ce qui se passe derrière, la rue de la Laque et la reconfiguration du secteur du stade qui pourrait accueillir un certain nombre de projets à identifier. Ça peut être de l'habitat, ça peut être un parc urbain, ça peut être, voilà, à vous de nous donner aussi vos avis, puisqu'il y a des attentes, je le disais tout à l'heure aussi en termes d'aire de jeu. Apaiser la circulation dans le cœur de ville, donc ça va engager des démarches en termes de plan de circulation. Développer le marché et les commerces dans le cœur de ville. Développer des espaces de convivialité, aussi bien au centre que sur bord de Garonne et canal, notamment maisons éclusières, guinguettes, etc. Aménager les espaces publics et les rendre conviviaux, accessibles et sécurisés, ça aussi c'est en lien avec les emprises dont je vous ai parlé. Assurer le lien avec la ZAC Piquepère, parce que là c'est vraiment un enjeu qu'on veut souligner. Il ne faut absolument pas qu'il y ait 2 centralités, et il faut à un moment donné, même si aujourd'hui la connexion elle est difficile, objectivement, il y a dans le maillage, ça veut dire dans le réseau de voies, de déplacements, d'espaces publics, il n'y a pas de connexion très facile, très identifiée. On sent que la ZAC c'est encore un peu autre chose. Donc il faut favoriser, il faut que dans la feuille de route, il y ait vraiment cette volonté de toujours se connecter à la ZAC, aussi bien dans les déplacements, parce qu'il y a des enfants qui vont se rendre vers les écoles, donc dans tous les quartiers qui entourent la ZAC, mais aussi vers le centre-ville, pour les gens qui habitent dans la ZAC, comment ils viennent, voilà. Donc ça c'est très très important, parce qu'aujourd'hui la greffe elle n'est pas évidente, donc il faut la construire, voilà, il faut que ça soit un objectif fort. Voilà, quelques petites images, hein, le marché, le type d'aménagement, on n'a pas voulu mettre... on a déjà fait des tests, on a déjà regardé des profils, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais on n'est pas encore en train de dessiner des choses, et l'objectif de notre mission, c'est pas ça. C'est pas de dessiner de l'espace public. Mais voilà, quelques images pour vous dire comment on peut imaginer peut-être une rue de la Laque plus apaisée, qui permet d'avoir une forme de réversibilité, c'est-à-dire on a des espaces aujourd'hui où on a de la voiture, on a besoin d'avoir des places de stationnement, et puis à d'autres moments, quand on enlève la voiture, on trouve d'autres espaces. Et petit à petit,
il ne faut pas se dire aujourd'hui on sait tout. Il faut que les usages et donc l'espace public permettent que les usages évoluent. Notre pratique aujourd'hui, on dit tous qu'à 60%, on est prêt à faire du vélo. Bon, quand on nous questionne après, dans les faits, est-ce que 60% de la salle est prête à faire du vélo voilà. Ça dépend. Moi, si je réponds à un questionnaire, je dis oui, je suis prête. Après, est-ce que vraiment je vais le faire? Bon, voilà. Donc, on a encore besoin aussi, mais en même temps, comme on construit de l'espace public, comme on construit de la ville, on a besoin d'anticiper. Et donc, forcément, on est aussi dans cette démarche. C'est pour ça que je parle de réversibilité. Donc, les aménagements d'espace public, le marché, ce qui peut se passer en termes d'animation sur les grands espaces naturels que vous avez. Sur la mobilité, principal enjeu, c'est la réorganisation du plan de circulation. Alors, sans présager, parce que vous allez zoomer pour dire est-ce que ma rue est un sens unique ou pas un sens unique, il y a une question d'emprise et on a commencé à regarder comment les choses pourraient fonctionner pour apaiser notamment un certain nombre de voies ou de secteurs, la rue Jean Jaurès, le secteur des écoles, et on est en train de travailler dessus. Je vous montre des visuels parce qu'aujourd'hui, encore une fois, vraiment très sincèrement, rien n'est arrêté. Rien n'est arrêté, mais on est obligé dans nos discussions de voir un petit peu comment ça fonctionne. Les fiches actions qu'on fera, elles vont peut-être nécessiter d'engager des comptages routiers. Peut-on passer cette voie voilà, on a des données déjà d'entrée, mais ça nécessitera... voilà. Donc, il y a première action, repenser un plan de circulation. Qu'est-ce qu'on apaise? Comment on circule? Comment on donne plus de place aux piétons? Pour donner un petit peu plus de place, on va être obligé de grignoter sur les espaces que la voiture a largement colonisés. Création des passerelles piétonnes et cyclables, ça c'est une évidence et ça fait longtemps que ça fait partie des projets, notamment pour rallier les futurs espaces de pôle d'échange multimodal. Aménager les espaces publics pour permettre l'intégration des modes actifs et des modes doux, avenue des Sports, Jean Jaurès, Maréchal Juin. Améliorer l'accessibilité aux bus, aux futurs pôles d'échange multimodal ainsi qu'aux projets métropolitains. Mettre en continuité les aménagements cyclables et piétons au-delà des limites communales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille se greffer à d'autres réseaux, puisqu'il y a aussi des enfants de Gragnac qui arrivent du côté de la ZAC, justement, par la flèche là qu'on voit. Quelques images là encore de ce que peut être la mobilité avec forcément les franchissements, notamment de la Garonne, qui n'est pas un petit franchissement. Des espaces qu'on imagine comme des expérimentations, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, je disais, de tout décider de suite. Il y a des choses qui peuvent être testées. On pense notamment à la rue de la Lac, mais pas que, hein, sur des secteurs, justement, en lien avec le plan de circulation. On teste les choses, on met une voie en sens unique, on voit comment ça fonctionne, on prend un petit peu de temps avant de partir sur des projets. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut représenter par là. Quelques aménagements, pour le coup cette photo c'est des aménagements qu'on a réalisés. J'ai mis cette photo parce que c'est un cœur de ville, il y a effectivement la voiture, il y a des stationnements qui étaient prévus. Petit à petit les commerçants colonisent les bandes de stationnement à la demande aussi des usagers qui ont envie d'avoir du déballage et qui ont envie d'avoir les fruits et légumes sur le trottoir. Petit à petit, ça colonise. Cette photo, elle est représentative. J'aurais pu mettre la même avec une voiture. C'est qu'une fois qu'il n'y a pas la voiture, on est quand même sur un espace qui est plutôt accessible, qui peut être partagé et donc qui est plutôt intéressant. Donc en fonction des endroits où on est, on peut proposer des types d'aménagements qui ne sont pas tout routiers. Et ce qu'on donne à voir, ça joue aussi sur cette perception qu'a l'automobiliste. Forcément, quand on est sur une petite route de campagne, on n'hésite pas à appuyer un petit peu sur le champignon. Quand on rentre dans un cœur, comme l'image que je vous montre, elle ne prête pas à rouler à 70. On est dans un espace un peu retiré. Et ça, c'est un peu la configuration qu'on a sur Jean Jaurès. Ça ne devrait pas prêter à rouler aussi vite, cette voie-là.
Donc voilà, c'est juste pour se donner des rapports. Et sur les pistes d'action en termes d'espace public, mais surtout de végétalisation, parce que on a aussi des changements climatiques, hein, on a tous en tête les derniers rapports, on sait que voilà, on ne se pose plus de questions, on sait qu'on a un réel impact sur l'environnement, que le réchauffement climatique c'est plus quelque chose d'assez lointain, on commence déjà à en avoir les effets, donc il y a forcément ces deux grandes entités paysagères que vous avez la chance de border. Ces espaces agricoles qui sont une chance, hein, vous n'êtes pas, comparé à d'autres communes, il n'y a pas eu une extension de la commune, un étalement urbain, pavillonnaire très large, notamment en lien avec les problématiques d'inondabilité. Donc vous avez un potentiel agricole aux portes de la ville, donc ça aussi, il y a déjà des projets qui sont engagés avec les serres, etc. Mais c'est important quand même de le souligner, ce n'est pas le cas de toutes les villes. Et en dehors de ces entités, comment on réintroduit le végétal dans les espaces publics, dans la ville? Aujourd'hui, il est fortement porté, le végétal, par le domaine privé. C'est beaucoup le domaine privé qui produit, qui désimperméabilise. Et sur l'espace public, en lien avec ce qu'on dit, avec la voiture, on est sur quasi tout imperméabilisé. Vous avez peu d'espace de voirie plantés, ombragés. Donc ça aussi, hein, dans les déplacements piétons, quand on fait de la marche à pied, quand on va en centre-ville, marcher en plein soleil sur un trottoir étroit, voilà. Donc favoriser la végétalisation de l'espace public, ça nous semble un enjeu aussi assez important, et puis soutenir et développer l'agriculture de proximité. C'est quelque chose dont je viens déjà de parler. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Quelques images effectivement sur les activités, sur les bords de Garonne et sur des fois des traitements qui peuvent être dans la consultation. On nous a beaucoup dit retrouver le chemin, tel chemin, des pratiques en fait, des usages que certains ont, qui pourraient être pérennisés en termes de promenade à proximité du centre-ville. Donc ça c'est important, les aires de jeu. Les activités de loisirs, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher vers Toulouse ou vers d'autres communes. Vous avez à la fois un lac, à la fois le canal, etc. De quoi justement pouvoir avoir des loisirs sans forcément aller trop loin, et des espaces publics qui peuvent avoir d'autres natures et introduire le végétal fortement pour désimperméabiliser un maximum aussi les sols qui le sont fortement aujourd'hui. Voilà, mais peut-être je vous laisse la parole pour vos questions et vos retours. Votre travail et toutes les actions que vous aviez prévues à l'avenir pour le centre-ville de Fenouillet. Je voulais savoir effectivement, par rapport à la ZAC de Piquepel, qui était effectivement définie comme un autre cœur de ville, savoir ce que vous envisagez, si vous aviez concerté des projets ou définis, dans la mesure où les constructions sont déjà bien engagées, qu'il était question de crèches, de commerces, de maisons de retraite. Donc je voulais savoir si vous avez effectivement des objectifs un peu plus précis la concernant. Alors, la ZAC de Piquepel s'étend sur 29 hectares. Bon. Donc je disais, la ZAC de Piquepel qui s'étend sur 29 hectares est une zone d'aménagement concerté, comme son nom l'indique. D'ailleurs, il faudrait essayer d'arrêter d'appeler ça ZAC. Je trouve que c'est un mot qui est assez, disons, qui montre parfois du doigt. Et on considère ça comme un quartier particulier par rapport au reste de la ville. Et ce n'est pas du tout l'objectif. En tout cas, si ça l'a été un moment, c'est plus du tout mon objectif. La ZAC, elle doit s'intégrer dans la ville. Et c'est un quartier, on va dire, comme n'importe quel autre quartier de la commune. Donc, uniquement de l'habitat et quelques commerces ou services, mais très faibles, autour de la place qui a été réalisée devant l'école Piquepel. Alors, il y a effectivement un cabinet médical qui est en train de
terminé d'être aménagé. Mais finalement, ça n'apportera pas énormément de plus que ce qu'on a actuellement, puisque c'est simplement les médecins et les infirmières qui se déplacent, qui sont au centre-ville et qui vont aller sur les chemins de pique-père. Et puis, on va avoir effectivement une maison, enfin une construction qui est essentiellement vouée à des logements seniors. Ce n'est pas du tout ni des logements partagés, ni moi je veux dire une maison de retraite, ou un EHPAD. C'est simplement un collectif où les logements seront réservés à des seniors. Bon, voilà. Donc la ZAC, c'est uniquement de l'habitat. Alors, quand on est arrivé à la mairie, on a retravaillé avec Opidea parce qu'on s'est aperçu, entre autres, pour ce qui concerne les mobilités, que c'était pas tellement réfléchi par rapport justement à des accès vers le centre ancien, et surtout, c'était pas réfléchi du tout pour les modes doux. Effectivement, il y a des voies de prévues, elles sont prévues, on ne va pas les modifier. Enfin, le tracé en tout cas. Mais le profil, on a demandé à Opidea de retravailler et on a revu tous les profils de voies parce qu'aucune des voies était prévue justement avec des largeurs de trottoirs suffisantes ou encore moins des pistes cyclables. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas non plus faire des pistes cyclables partout. Il faut réfléchir à quel endroit c'est nécessaire. Mais toujours est-il qu'on n'a vraiment pas du tout la même conception. Et puis le bureau d'études est vraiment spécialisé là-dedans. On ne se dit pas, on fait une voie, et puis comme c'est dans l'air du temps, on va mettre une piste cyclable. Sauf que la piste cyclable, ça ne veut rien dire si on ne l'aménage pas correctement. Et on a le meilleur exemple que l'on a, c'est la voie nouvelle des chemins de pique-père qui passe devant l'école pique-père, qui ressemble à rien du tout. Et en tout cas, c'est une piste cyclable qui a été mise parce qu'il fallait faire une piste cyclable, mais qui a été travaillée par ce que moi j'appelle des routiers. Donc on fait une rue pour de l'automobile, mais pas en réfléchissant aux piétons et aux cycles. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire, et c'est ce qu'on a aussi sur 50 ou 60 mètres sur le départ de l'avenue des Sports. On se demande pourquoi il y a un bout là, qui aboutit à rien du tout. On a fait la rue principale, j'ai pas vu de changement moi, entre la rue antérieure et celle qu'on connaît aujourd'hui. Aucune réflexion sur les modes doux, aucune piste cyclable. Donc c'est tout ça qu'on veut arrêter. Et donc c'est pour cela aussi qu'on a consulté pour avoir vos avis par rapport à ça. Et effectivement, une grande partie de la concertation était les retours qu'on a eus, c'était sur les déplacements. Et il y a il y a deux axes majeurs, mais vous les connaissez, hein, c'est la traversée de Fenouillet, rue de l'Église, Jean Jaurès à Cortanceau. Et l'autre axe perpendiculaire, c'est celui de l'avenue des Sports. Et donc là aussi, ça sera forcément des axes prioritaires, ça. Et pour moi, l'axe, alors, je ne veux pas dire l'axe prioritaire, mais un des axes majeurs, c'est quand même l'avenue des Sports et la liaison entre la zone d'activité commerciale et les autres communes, parce qu'il ne faut pas simplement, on n'est pas un village gaulois, on ne passe pas qu'à nous, et les autres communes. Il y a beaucoup de personnes qui sont de Fenouillet ou qui sont de Saint-Alban, Castelginest, Font-Beaux-Arts, Aucanville, c'est un petit peu plus écarté, qui vont travailler à vélo sur la zone aéronautique, de l'autre côté de la Garonne, et qui sont obligés d'aller chercher la digue de Blagnac ou le pont de Blagnac. Donc, moi je me bats depuis 1 an et demi maintenant avec les services de la métropole. Je veux absolument obtenir une passerelle sur le pont de la Tournelle, et je veux absolument que la passerelle qui est prévue dans le Grand Parc Garonne pour se diriger vers Beauzelle et rejoindre la zone aéronautique
se mettent en chantier. Donc on est dans cette discussion-là. Mais encore pour revenir à votre question initiale par rapport à la ZAC, ce n'est pas un quartier à part. On veut vraiment que les anciens, le centre ancien se déplace vers ce nouveau quartier des chemins de Piquepère, et on veut aussi l'inverse. Donc non, ce n'est pas un deuxième centre de Fenouillet qu'on fait à la ZAC. Le centre de Fenouillet, il est ici, il est là où on est. Donc il faudra faire en sorte que les gens qui habiteront sur la ZAC se déplacent vers le centre. Et dernier point, parce que je vais être trop long, parce que quand je commence, je ne m'arrête pas. On disait qu'il y avait suffisamment de stationnement sur la commune. Moi, je le pense aussi. Malgré quelques soucis qu'on a actuellement sur le stationnement à proximité justement de l'école de Piquepère. Et ça sera difficile à changer parce que la ZAC de Piquepère, enfin les chemins de Piquepère, c'est une concession d'aménagement qui a été passée avec Opidea, l'aménageur, et ça on ne peut plus y revenir là-dessus. Hein. Donc la ZAC, elle est... Alors pourquoi on a des problèmes de stationnement à Piquepère? C'est très simple. C'est que l'école de Piquepère était prévue pour les nouveaux habitants de Piquepère. Les nouveaux habitants de Piquepère, qui étaient donc censés être à proximité de l'école, étaient censés aussi de se déplacer à pied ou à vélo. Sauf que mon prédécesseur, il a fait le choix de créer absolument cette école-là, sans aucune habitation sur Piquepère, et il a donc déplacé des classes des écoles du centre sur Piquepère. Et du coup, les parents se déplacent à Piquepère en voiture. Et il n'y a pas de stationnement, parce que ce n'était pas prévu comme ça à l'origine. Donc on va essayer de remettre les choses dans le bon ordre. Ça va prendre un petit peu de temps. On a fait quelques aménagements de stationnement provisoire pour le moment, mais voilà, il faut remettre les choses en ordre. On va ce que vous dire. J'habite plus près de l'école Piquepère que de l'école Jean Monnet. Et ma fille est obligée d'aller à l'école Jean Monnet. Voilà. Non mais juste pour dire que du coup je suis obligé de prendre ma voiture. Accessoirement. Sinon, vous pouvez afficher la carte avec les largeurs de route, s'il vous plaît. En fait, pour moi, il y a un point important, c'est les flux de déplacement qui n'apparaissent pas ici. Il y a deux flux de déplacement importants. En semaine, c'est les flux de déplacement de Fenouillet qui rayonnent vers le collège et vers les écoles. Le collège, c'est 600 élèves. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui partent. Et ça, on ne voit pas bien sur votre carte. Et ensuite, une fois que les gens ont amené leurs enfants au collège ou aux écoles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au travail. Donc après, ils repartent essentiellement et ils prennent la route qui va vers Toulouse. Où ils remontent pour la nationale, où ils vont vers la route qui mène à la Céline. Voilà. Tout ça pour dire que les rues qui desservent le collège et les écoles, que ce soit Piquepère, Le Lac, ou Jean Monnet, etc., ce sont des rues qui voient des flux de déplacement extrêmement importants en semaine. Voilà. Et en week-end, qu'est-ce qui se passe? C'est les déplacements vers la zone commerciale essentiellement. Juste pour une petite précision par rapport au collège, alors il y a 540 élèves, même à peine 540 élèves au collège. Et sur les 540 élèves, il y en a 280 de Fenouillet. Donc le reste, ce sont des élèves des communes voisines et qui viennent en bus. Par rapport au flux, effectivement, on a des flux qui sont changeants parce que on a des flux importants, comme vous l'avez dit, dans les rues, même dans les rues qui vont aux écoles de centre-ville, hein, la rue de la Lac par exemple, ou la rue du Maréchal Juin, ou la rue
Guillaume Tellier. Bon. Ça, c'est effectivement, il y a beaucoup de trafic aux heures d'entrée et sortie des écoles. Le reste du temps, on le voit même au niveau des parkings, hein, les parkings sont pleins pendant 20 minutes, le matin et le soir, et après, dans la journée, il y a autant de place que l'on veut. Donc ça, c'est un travail qui va être fait, effectivement, hein, d'étudier par rapport au flux. Et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il va falloir peut-être changer d'essence de circulation pour justement essayer d'étaler un peu plus les flux vers ces destinations. Au niveau du plan guide, je suppose qu'on va réaliser en court terme, en long terme et long terme. Je voulais avoir une idée du délai. Parce que au court terme, si c'est 5 ans, 10 ans, par les échéances. Oui, enfin, un plan guide, en règle générale, l'échéance la plus lointaine, elle est à 10-15 ans. C'est difficile d'aller plus loin dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui évoluent très rapidement aujourd'hui. Le court terme, c'est ce qui va pouvoir être engagé dans les 2 ou 3 années qui viennent. Il y a un certain nombre de choses qui pourront être engagées. Le moyen terme, c'est de l'ordre de 5 à 6 ans. Voilà. Et le plus long terme, c'est 10 ans. 10 ans, 15 ans, par rapport à certains projets, ça peut être une vision aussi plus lointaine pour permettre déjà d'orienter un petit peu un certain nombre d'actions. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous donner cet ordre d'idée là. Voilà. Mais je voulais revenir aussi sur le court terme, puisque vous parlez d'échéance. Le court terme, c'est des choses qui peuvent être réalisées rapidement. Et dans les choses qui peuvent être réalisées rapidement, on insiste, Sophie en a parlé tout à l'heure également, sur la possibilité de tester de nouveaux aménagements. Et ça, c'est quelque chose qui ne se pratiquait pas nécessairement, voilà, et on y vient de plus en plus. Parce qu'il y a besoin d'ajuster. Quand on est sur des espaces très étroits, notamment, on ne peut pas tout régler sur un espace très étroit. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Ces choix, on peut peut-être les tester, voir un peu ce qui fonctionne, ce qui apporte, voilà, ce qui va faciliter les choses en suivant. Moi, je suis dans le pratico-pratique. J'ai pris mon actif quand je suis arrivée dans le février. J'ai pris mon vélo, j'ai pédalé. Et puis, une fois que je suis arrivée dans les commerces et tout, j'ai pas su le mettre. Il fallait le mettre et le mettre contre les vitrines. Étant fille de commerçant, je sais que ça ne plaisait pas trop à mes parents, donc j'ai pas osé le faire. Et j'avoue qu'on parle de mode actif, ok, on va développer le mode actif, je suis totalement pour. Mais j'en fais quoi de mon vélo pendant que je fais les courses, où je le garde? Et j'ai pas l'impression que c'était prévu. Parce qu'on a parlé de parking voiture, le parking vélo, c'est bien aussi. On parle à la portage sur les février d'y aller en voiture. Ce serait peut-être bien de sécuriser l'emplacement vélo avec ce qu'on appelle des consignes à vélo, qui sont très bien développées, qui fonctionnent du lieu de feu, avec des abonnements très, très bon marché. Mais dans la ville, dans le centre-ville, ou même au centre commercial, comment faire, que faire de mon vélo pendant que je fais mes courses? Vous avez parfaitement raison, ça fait partie de la phase aménagement, mais vous faites bien de le dire. Si on développe le mobilier courant, côté poubelles, bancs, etc., d'ailleurs même les bancs, les modes doux, c'est aussi une personne âgée qui ponctuellement peut rencontrer un petit parc, s'asseoir, etc., parce que une certaine limite après, uniquement ne pas fermer. Effectivement, ça nécessite d'intégrer tout ce qui va avec, tout le mobilier, et notamment, vous avez raison, pour les secteurs de gare, et tous les changements de mode, plus au plus proche des écoles, c'est pareil. Effectivement, ça fera partie. On n'en parle pas là, parce qu'on n'est pas dans le niveau de détail, mais près du canal, on a commencé aussi à identifier le fait que ça serait bien de pouvoir aller chercher les gens qui passent sur le canal, qui est de porte d'entrée, et qu'autour de ça, pour les ramener vers le centre-ville, on puisse trouver du mobilier, de quoi réparer un vélo, de quoi le poser, de quoi boire aussi, des points d'eau dans la ville, parce qu'effectivement, ces nouvelles pratiques, elles demandent un mobilier adapté.
Donc, bonsoir. Juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce qui a déjà été dit sur la nécessité de réaménager les pistes cyclables distinctes. Ce que je voulais préciser, c'est que sur notamment la piste cyclable du Bocage, qui se trouve donc en haut de la carte, il y a un recul vert qui est positionné, on peut dire, quasiment sur la piste cyclable. Donc, évidemment, voilà, ça se pose à vélo, c'est loin de faire des détours pour éviter les collisions. Alors, il y a ce problème de répliques qui peuvent être mal placées. Et il y a un autre problème aussi. Monsieur le maire parlait tout à l'heure de la rue, cette espèce de boulevard là, qui passe devant l'école de terre. Et cette rue qui passe là. Et là, effectivement, il y a une piste cyclable. Lorsque vous passez, il y a des gens qui se gardent, donc qui ouvrent les portières, et les portières ouvrent sur la piste cyclable. Voilà. Donc ça, c'est pour rajouter par rapport à ce que vous dites, chose que j'ai constaté personnellement. L'objectif, c'est pas d'appliquer un profil, on met de la voirie, on met des routes, on additionne le tout, et puis on ne pense pas au usage, et ça va être la pratique quotidienne, la pratique quotidienne, etc. Voilà. Sur la question des récupères, c'est quelque chose qui avait été souligné déjà sur la partie récup vert et tout ce qui peut d'ailleurs impacter les pistes cyclables, etc. Mais ce point précis là des récup verts a été identifié par quelqu'un dans la concertation. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein. On a globalisé, hein, vous comprendrez bien qu'on nous a parlé du puits, du pigeonnier, de petits chemins, de ces récup verts. C'est des choses qu'on a en tête, qui feront aussi l'objet. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que dans les fiches actions qu'on va faire, il y a des fiches actions action d'aménagement, une voie, on réaménage la rue de la Laque, et des fiches qui peuvent être thématiques. Si une thématique ressort, comme par exemple la thématique des déchets, ou la thématique du stationnement, ou la thématique, on peut tout à fait faire dans notre plan guide une fiche qui donne la marche à suivre pour le mobilier, par exemple. Adapter le mobilier et puis décliner des choses pour qu'il y ait une forme d'homogénéité sur la ville, etc. etc. Donc toutes les contributions ont été analysées et font partie, donc alimenteront les différentes actions et fiches actions. En termes d'accessibilité, pour les personnes qui sont en situation de handicap, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour éviter de faire et défaire? Alors, le réaménagement, les profils de voie et le fait qu'on repense le partage de l'espace dans les emprises où on a des trottoirs parfois qui font à peine 90 cm, déjà ça va être un préalable, c'est-à-dire qu'il y a une accessibilité qui devrait exister partout. Parce que une personne handicapée, elle peut habiter à n'importe quel numéro de la rue, donc il n'y a pas de secteurs accessibles et d'autres pas. En termes d'aménagement, dès qu'on touche à des aménagements, l'espace public, aujourd'hui, on est de toutes les façons obligé de les mettre aux normes. Donc, c'est une pratique, voilà. Aux normes, ça ne veut pas dire forcément, des fois, le bon sens, la norme empêche le bon sens. Mais forcément, les trottoirs à 1,40 m, etc., ça sera pris en compte dans tous les aménagements. C'est pas nous, parce que nous, on ne sera pas maître d'œuvre de ces aménagements, mais forcément, les aménageurs respecteront ces éléments-là. On ne peut pas mettre des prescriptions. Après, il y a souvent un enjeu d'altimétrie, donc de niveau, hein, tous ceux qui sont les maisons avec les marches, etc. Dans les aménagements, on tend, notamment pour les magasins, à mettre en accessibilité. Hein. On le fait d'abord pour l'espace public, mais après on ne peut pas tordre non plus l'espace public dans tous les sens pour accéder à... Donc c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'aménagement d'espace public, donc de la maîtrise d'œuvre, que de l'ordre du schéma directeur, mais par contre, s'il y a d'autres points que la réglementation, on peut... Enfin, voilà, si vous pensez à des choses, ou à des secteurs notamment, c'est aussi l'idée de l'identité. Je voulais revenir sur les échéances. Bon, j'ai bien compris effectivement qu'il y a des échéances à court terme, moyen terme et long terme. Bon, a priori, il y a quand même des projets qui sont assez bien pensés, ficelés, comme le pont de
de la Tournelle et les ponts de Beauzelle. Hein. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une classification de tous ces projets et, pour fixer à peu près des échéances quoi. Je disais oui, quand la commune a la compétence totale, évidemment, c'est elle qui va classifier les actions en fonction aussi de vos retours et puis des problématiques, des enjeux, etc. Mais par contre, dès qu'on est sur des projets métropolitains ou sur ces enjeux-là, comme Grand Parc d'Aron, la passerelle, la commune n'a pas la main pour voilà, planifier ces éléments-là. Par contre, ils sont acteurs de la démarche, voilà. Mais par contre, ils ne vont pas le faire. Et précision, c'est bien l'objet de notre plan guide que de hiérarchiser les actions. Voilà. Et effectivement, les premières, il va falloir déterminer quelles sont les 4-5 premières actions. Je trouve bizarre qu'on n'a pas parlé de la pénétrante que le Toulouse Métropole veut mettre en marche en partant de l'Espinasse jusqu'à la barrière de Paris. Je pense que moi, c'est mon avis maintenant, Fenouillet est beaucoup plus tourné côté pénétrant, c'est-à-dire route, parce que de l'autre côté, on est enclavé avec Garonne. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas parlé de cette pénétrante, parce que pour moi, mon avis, la priorité des priorités, c'est d'aller chercher cette pénétrante. Parce que Toulouse, du côté nord, n'a pas de pénétrante. Nous l'avons à l'ouest avec Colomiers, nous l'avons au sud avec Muret, vous voyez, et Toulouse n'a pas de cette pénétrante. Alors, je vous conçois, le président de Toulouse Métropole est rentré en ligne ce matin, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Alors, ça me paraît bizarre qu'il faut. Pour moi, on est bloqué par Garonne. Juste, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous appelez pénétrante? Qu'est-ce que vous appelez pénétrante? Deux fois deux voies. Oui, mais vous... On a Colomiers, comme on a entre Muret et l'Oncopole, vous voyez, et le nord, c'est pour ça qu'on bloque sur le nord. On n'a pas cette pénétrante. À un certain moment, ils avaient parlé du Bulle. Le Bulle est tombé à l'eau, oui. Le maire de Lonaguet a mis l'eau là, voilà. Et je pense que Fenouillet va être tourné côté route comme ça, et en ayant aussi le train. Avec le train, je pense qu'on aura beaucoup plus d'accès à Toulouse, avec le train, à la gare. Enfin, sur le secteur, notre secteur, de ce côté-là de la Garonne, il n'y a pas de pénétrante de prévu. Ce qui est prévu, c'est l'aménagement de la M820 de Saint-Jory jusqu'à l'entrée de Toulouse. Voilà. Alors là, c'est un peu la contradiction de Toulouse Métropole, et vous comprendrez que je suis souvent en grande discussion avec Toulouse Métropole parce qu'on n'a pas tout à fait la même approche et j'essaie de défendre ce que moi je pense le mieux. Alors, il y a des aménagements prévus effectivement sur la M820, entre autres plusieurs ronds-points, 5 ou 6 ronds-points. Et puis, il y a un projet de piste cyclable aussi le long de la M820, mais là, pour le coup, on ne connaît pas du tout les délais, c'est juste un trait. Donc on a travaillé, enfin Toulouse Métropole a travaillé sur l'aménagement de la M820. Donc il y a des esquisses, même plus que des esquisses, hein, parce que moi je me suis un petit peu battu là-dessus, parce que les entrées justement de piste cyclable, elles sont toutes à 90 degrés. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de vélo, mais prenez un virage à vélo à 90 degrés sans mettre le pied par terre, il faut être bon cycliste. Hein. Ou alors on se déporte complètement sur la voie de gauche et on rencontre celui qui vient en face. Donc il y a un tas d'aberrations là-dessus sur lequel je me bats au niveau de Toulouse Métropole. Mais en dehors de ça, c'est que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que tous ces études, tous ces plans qui ont été faits pour les ronds-points, ben, ça risque de tomber à l'eau parce qu'ils ont pris un bureau d'études
spécialisée pour l'aménagement de la M820. Donc Toulouse Métropole a investi et a engagé déjà des travaux à la Lande, tout ça, là, sous le pont. Peut-être que la finalité, on va tout recasser dans quelques années. Bon, enfin, ça, c'est un détail. Mais vous avez raison, il n'y a pas vraiment d'études spécifiques, hein, comme on peut le voir dans les secteurs plus à l'ouest ou même au sud. Hein. Nous, le secteur nord, on a toujours été des parents pauvres. Et donc, je vous dis, il y a juste de prévu des aménagements de la M820 entre Saint-Jory et l'entrée de Toulouse, soit la Lande, enfin, jusqu'à Fondère. Par contre, par rapport au chemin de fer, aux voies ferrées, ça aussi c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. On a beaucoup de discussions avec Réseau Ferré de France, entre autres, pas seulement pour la LGV, parce que ça dépasse largement les compétences de la commune. Par contre, sur les AFNT, ce qu'on appelle les AFNT, les aménagements ferrés du Nord toulousain, où là c'est du train régional. Donc ce qui est prévu à terme, c'est un cadencement au quart d'heure. Donc j'ai lu il n'y a pas très longtemps, là, puisqu'il y a le préfet maintenant qui a été nommé pour s'occuper de ces aménagements-là, et qui met ça en priorité puisque l'État a débloqué des milliers de millions d'euros, hein, mais il reste à peu près autant à trouver auprès des collectivités. Mais ça, c'est vraiment un sujet important, et j'ai assez régulièrement des réunions avec les gens des AFNT, parce que les travaux devraient démarrer au mieux en 2023, et donc c'est notre secteur qui devrait être prioritaire. Et donc on est en train de négocier avec l'ancien site Soferti, donc, qui est toujours propriété de Grande Paroisse, pour faire sur ce site-là une base de travaux pour qu'ils engagent les premiers travaux. Et donc notre future gare, Fenouillet-Saint-Alban, est aussi donc, dans cet objectif-là. Mais en même temps de ça, moi je ne veux pas limiter, c'est bien d'avoir la gare à Fenouillet, mais si on ne peut pas y aller du centre-ville à pied ou en vélo, s'il faut encore prendre la voiture, et c'est pour ça que je me bats, encore une fois, pour la passerelle sur le pont de la Tournelle. Alors il y a un an, un peu plus, dès que je suis arrivé, dès que j'étais, en tout cas qu'on a été installé, j'ai pris ce projet-là et je suis allé voir les responsables de Toulouse Métropole. Je leur ai dit, il faut me faire un projet de passerelle sur le pont. Non, là c'est trop tard, on n'aura pas le temps de faire ça. Pourtant, il y avait un appel à projet ministériel. Hein. Et du coup, avec les services, là, on a répondu à l'appel à projet, nous-mêmes, par nos services. Et on a eu un projet on a dessiné un projet de passerelle. Le projet, il a été retenu. On nous a accordé 340 000 € de subvention. Quand il s'est agi de nous verser cette subvention-là, l'État nous a dit on ne peut pas vous la verser puisque ce n'est pas vous qui avez la compétence, c'est Toulouse Métropole. Donc voilà, c'est compliqué, on se bat, mais ça n'avance pas comme on voudrait. Et donc j'étais obligé d'aller voir le président de Toulouse Métropole pour lui dire bon, on va peut-être pas s'asseoir sur 340 000 €, donc ça serait bien qu'on fasse une convention tripartite pour que la métropole touche la subvention et que vous engagez des études de passerelle bien plus approfondies que ce que nous on avait fait avec nos propres moyens, évidemment. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que franchement c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je me bats quasiment tous les jours pour ça, de la même façon que je me bats pour le projet de la passerelle sur la Garonne. Ça fait partie de Toulouse Métropole, c'est Toulouse Métropole qui devra le financer parce que c'est un projet métropolitain, c'est pas un projet communal. Et on a un peu l'impression qu'on est au statu quo, c'est toujours des discussions, mais voilà. Donc moi, j'y tiens absolument à cette liaison transversale en mode doux par le pont de la Tournelle et par le pont sur la Garonne. Je précise bien mode doux, hein. Il n'y aura pas de véhicule là-dessus, hein. Ce sera piéton cycle. Hein.
Alors on me dit, oui, mais on va peut-être en faire une, Pascal, sur le pont de Gagnac quand on va la réhabiliter. En gros, je m'en fiche, enfin, tant mieux. D'accord, c'est bien qu'il en fasse un sur le pont de Gagnac. Mais ça ne m'apporte rien, moi, au niveau de la commune, et ça n'apporte rien aux communes de Saint-Alban et de Castel-Ginest. Parce qu'encore une fois, on va vouloir faire des détours aux cyclistes. Avec le mythe, elle va avoir une suite. Donc voilà. Mais pour revenir quand même 2 mots sur l'échéancier. Alors évidemment, il y a des projets là qui vont se faire à court terme, parce que ça ne va pas engager des dépenses énormes, surtout si on fait des aménagements de tests. Et puis il y a d'autres projets qui vont coûter cher. Certains vont être payés complètement par la commune. Alors, parce qu'on a toujours aussi tendance à dire la métropole a fait ces travaux-là, la métropole a fait cette rue-là. Mais la métropole elle a fait cette rue-là parce que c'est la commune qui a payé, hein. C'est pas la métropole qui paye. Nous, chaque année, on a 940 000 € de retenue sur notre budget pour faire des travaux de voirie. Et donc quand il y a des travaux de voirie qui se font, c'est avec notre enveloppe, c'est pas avec l'enveloppe de Toulouse Métropole. Donc, il va falloir trouver des solutions pour voir ce que va payer Fenouillet, ce que va payer la métropole, tout ce qui concernera par exemple les réseaux vélos prioritaires de Toulouse Métropole, c'est Toulouse Métropole qui prendra en charge. Alors bon, un exemple, par exemple la Nuit des Sports, elle en fait partie. Donc la partie cyclable sera financée par la métropole, la partie voirie par la commune, la partie cyclable par la métropole. Si un jour on en fait une, puisque je souhaiterais aussi, sur la route de la Porte-en-Sourd, ça fait partie du réseau cyclable métropolitain, donc ça sera la métropole qui fera. Si c'est une piste cyclable qui fait partie du rêve, eh bien ça sera en partie la métropole et en partie le conseil départemental qui la fera. Donc voilà, il faut qu'on trouve des équilibres, savoir vraiment qui paie quoi, et à partir de là, on pourra établir un échéancier et dire on fait cette rue-là, on fait cette rue-là, on fait cette rue-là. Mais encore une fois, je l'ai dit en préambule, hein, moi mon objectif c'est qu'on en fasse le plus possible pendant le reste du mandat. Et il y a des rues que j'appelle un petit peu secondaires qui pourront avoir un aménagement, on ne les oubliera pas ces rues-là, mais ça pourra être des aménagements dans le test hein, pour que ça nous engage moins de frais pour pouvoir faire ailleurs. Voilà. Au niveau de l'église, il y a quand même un bon bâtiment sur votre côté de la route, la fameuse route qui traverse vraiment. Autant côté centre-ville et bas de la commune, il n'y a pas beaucoup de maisons de l'autre côté. Autant on a quand même une bonne zone de ce côté-là, avec une traversée plutôt dangereuse, pour aller vers le collège, les écoles, même le centre-ville. On a commencé à identifier justement, c'est pour ça qu'on a parlé de connexion avec la ZAC, ou avec le quartier Piquet. Voilà, c'est bien. Avec cette partie de ville. Et on a commencé, parce que dans notre premier temps, on a une sélection, mais après on regarde finement, hein, on est déjà en train de regarder un peu finement où est-ce qu'on peut passer. Où est-ce qu'on peut passer, le secteur des Catilas, est-ce qu'on peut passer derrière, est-ce qu'on pourrait remonter de manière plus franche sur le cimetière pour pouvoir se connecter. Ça, on arrive à trouver à peu près, après il faut réidentifier, flécher, rendre lisibles ces espaces-là. Mais comme vous dites, il y a quand même une dangerosité de cette traversée-là, donc forcément il y aura des aménagements. En fonction du parcours ou de ce qui est identifié, il faudra qu'on identifie très clairement une sécurisation de la traversée de cette rue-là, ça c'est évident. Et puis après, l'objectif aussi, c'est de pouvoir se reconnecter, j'oublie toujours comment s'appelle la voie qui borde la partie agricole. Bourde. Pardon. L'objectif, ça serait aussi de pouvoir se reconnecter ici pour aller vers le centre-ville, mais pour le secteur du quartier Piquet-Père, voilà, il faut qu'on...
sûr que par rapport à la question, là, faut qu'on trouve une liaison, ça c'est sûr. C'est inaudible. Donc on trouve une liaison entre la rue d'Église et la rue des Ormeaux, donc le secteur des chemins de Piquepère. Et donc on aura un travail aussi à faire avec Opinia, et on en a déjà parlé, parce que là il y a une voie qui continue, la flèche rouge, elle descend jusque-là, jusqu'à la rue des Ormeaux. Et il faut qu'on travaille sur le raccordement de ce secteur-là. Donc ça on l'a déjà abordé avec Opinia. Parce que là, c'est encore autre chose. C'est autre chose que la métropole. Là, c'est une autre discussion qu'on doit avoir avec Omidia, qui est l'aménageur. Ce n'est pas la commune qui maîtrise l'aménagement, là, c'est l'aménageur. Alors évidemment, elle le fait. Omidia le fait en discussion avec la commune, et c'est eux qui ont la maîtrise de l'aménagement. Je reviens quand même, parce que ça me tient tellement à cœur, je reviens sur la passerelle, parce que tout à l'heure, dans la présentation, on a parlé de la zone Soferti. Donc, on s'est dit que pour l'instant, on l'a réservé plutôt à une zone, une base de travaux pour les AFNT. Mais on a l'autre secteur que vous connaissez bien, qui était Finagaz, dont l'activité a cessé. Là, c'est une zone importante, presque aussi importante que celle de Soferti. Par contre, là, on a déjà bien avancé, puisque sur le territoire de Finagaz, il y a un projet, on a un permis de construire à Val-Déposé, il y a un projet d'aménagement en zone d'activité, qui sera plutôt d'activité artisanale. Moi, on ne voulait absolument pas que ce soit de la logistique, et on a trouvé un accord par rapport à ça. Donc ça, c'est un projet qui va sortir. Malheureusement, on n'a pas réussi à tomber d'accord pour l'instant avec l'autre site qui est juste à côté, les anciens logistiques GEFCO, qui est maintenant propriété de Spanghero. Qui est propriété de Spanghero, et on n'a pas trouvé d'accord, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on ait justement un aménagement global de l'ensemble des deux sites. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé l'accord, on verra comment ça va évoluer. Mais tout ça pour dire que c'est une zone d'activité qui, je suppose, emploiera des Fenouilletains, en partie des Fenouilletains. Ça se trouve à 1,5 km du centre de Fenouillet. Et encore une fois, si on n'a pas cette passerelle, les gens prendront la voiture pour aller travailler là-bas. Alors que si on a la passerelle, la voiture pourra rester au garage et les gens prendront la passerelle pour aller travailler de l'autre côté. Puisque là, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà une piste. Effectivement, pour une suite, nous, on va continuer, on continue forcément à travailler, à définir les actions maintenant plus précisément, rentrer sur les secteurs, etc. Et la fin de notre étude est programmée pour fin d'année, mois de décembre. Au mois de décembre, il faudrait qu'on ait un plan guide. Les actions, elles commencent. Ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est que la concertation, elle a conforté quand même des choses. On a fait des réunions avec les élus, des ateliers avec les élus, qui nous disent ils ont un usage aussi, une bonne connaissance du territoire. On a fait des constats. Bon voilà. Globalement, on n'a jamais un consensus, mais il y a beaucoup de choses qui se sont recoupées. Les ponts, on l'a redit et re-redit, les maisons. Globalement, les trois entrées, la nôtre qui est impartiale dans le sens où on n'a pas d'usage, celle effectivement des élus avec leur première approche et leurs intentions, et puis celle de la population, donc tout ça on peut regrouper. Donc nous, notre objectif, c'est plan guide fin d'année. Il y aura, et c'est ce qu'on se disait avec M. Bressan, il faut que vous puissiez continuer à faire remonter les informations, donc il vous dira par quel biais, peut-être, ça sera bien d'en dire deux mots. Et puis fin d'année, un plan guide avec une vingtaine d'actions précises, définies sous forme de fiches. C'est déjà plus d'une vingtaine ou une vingtaine qu'on commence déjà un petit peu à réfléchir.
qui sont un petit peu ce qu'on vous a présenté, qu'il faut qu'on affine et qu'on développe maintenant sur les termes précis, sur les secteurs, etc. Oui, donc on pourra le mettre sur le site, vous pourrez le consulter comme vous voulez, en ayant bien en tête que là on est dans une phase de projet, de proposition, et que rien n'est arrêté encore. On va attendre la fin d'année déjà pour avoir les premières actions et les premiers aménagements qu'on pourra faire. Donc moi simplement vous remercier encore une fois pour votre présence et votre attention. Vous aurez compris que je suis très passionné et très motivé surtout pour faire avancer ce projet-là, enfin ces projets-là. Donc en tout cas vous pouvez compter sur toute la municipalité et plus particulièrement sur Philippe Brassan, qui est mon adjoint à la voirie mode doux et réseau, voilà, qui est tout aussi passionné que moi, qui lâche pas beaucoup par rapport à la grosse machine de Toulouse Métropole. Donc merci encore, et donc on aura l'occasion à un autre moment de vous présenter là, des choses un petit peu plus concrètes d'aménagement futur. Merci.